RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 7h46. Gabriel Attal est avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Gabriel Attal, jeudi, les professeurs des écoles renouvelleront leur grève pour la deuxième fois en un mois. Ils ont raison ? Non, moi je pense non. je pense Pourquoi pas qu'ils ont-ils tort alors ? Vous n'allez pas me dire qu'ils ont raison. Mais il y a des réformes importantes. La question. Il y a des réformes importantes qui sont engagées et pour le coup, sur le primaire, sur le premier degré, on met le paquet depuis 2 ans. On met le paquet en dédoublant les classes en CP, en CE1 dans les territoires REP et REP+. On met le paquet en augmentant les moyens partout, y compris dans la ruralité, pour faire en sorte que le taux d'encadrement reste important. On met le paquet en faisant en sorte qu'il y ait plus de passerelles entre le primaire et le collège. C'est des projets qu'on porte. Ça peut inquiéter parce que c'est des transformations. Donc moi je comprends qu'il y ait des professeurs qui puissent se dire mais comment est-ce que concrètement ça va s'organiser ? Et le regroupement d'écoles élémentaires et de collèges. C'est exactement ça, c'est les établissements publics des savoirs fondamentaux. Ça s'appuie sur quoi ? Un constat qui revient de partout, c'est que entre l'école et le collège, vous avez une coupure. Et qu'il y a des élèves qui peuvent être désorientés quand ils arrivent au collège. C'est quand même pas la même organisation, c'est pas la même maîtrise de son agenda. Mais si vous regroupez école et collège, il faudra, je sais pas, moins d'encadrement. Vous faites des économies. Ce que vous reprochent les syndicats, si j'ai bien compris, c'est que vous voulez faire des économies sur le dos de l'école. En fait, l'inquiétude, elle est là-dessus, effectivement. C'est quand on dit regroupement, certains disent, mais est-ce que ça veut pas dire déjà qu'on va regrouper tout physiquement et donc il y aura moins de proximité avec les parents et les élèves ? Évidemment non. Est-ce que ça veut dire qu'on va supprimer des postes et qu'il y aura moins de liens avec les familles ? Évidemment non. L'objectif, c'est quoi ? C'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez des initiatives qui sont portées dans des territoires. Je donne quelques exemples. Vous avez par exemple des professeurs des écoles qui continuent à suivre un peu leurs élèves une fois qu'ils sont au collège, qui parlent avec leurs enseignants au collège parce qu'ils les connaissent, pour leur dire voilà, il a besoin de ça, etc. Vous avez des initiatives en matière de sciences, en matière pédagogique, sur d'autres sujets. Aujourd'hui, elles n'ont pas de base institutionnelle. C'est-à-dire que si un professeur porte ça et qu'il s'en va, qu'il est muté, ça disparaît. Nous, ce qu'on veut, c'est, dans les territoires qu'ils souhaitent, si les acteurs de la communauté éducative le souhaitent, mettre en place un cadre institutionnel qui permet de faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée. Parce qu'il faut moins de rupture entre l'école et le collège. Mais encore une fois, c'est sur la base du volontariat, de la communauté éducative. Il faudra qu'il soit volontaire. Et encore une fois, c'est que du plus pour les élèves et les familles. Gabriel Attal, autre contestation, cette fois dans le secondaire, le lycée. Les épreuves du bac pourraient être perturbées. C'est ce que laissent entendre des enseignants opposés à la réforme du lycée. Et le SNES, principal syndicat du secondaire, lancera une consultation. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans l'idée du dépôt d'un préavis de grève pour le 17 juin, jour de l'épreuve de philo ? Vous imaginez une grève le jour du bac ? Non, je ne veux pas l'imaginer. Je ne veux pas l'imaginer parce que ce qui doit primer, c'est l'intérêt des élèves. Et je sais que les enseignants, ils ont l'intérêt des élèves chevillé au corps. Donc ils lancent une consultation. Moi, j'ai plutôt tendance à penser... C'est la réforme du lycée qui est contestée. Oui, mais la réforme du lycée, c'est pareil. Les maths, par exemple. Tout le monde dit, Jean-Jacques Bourdin, tout le monde dit que c'est pas normal ce système où on doit choisir en seconde entre L, ES et S et qu'on rentre après dans un silo qui fait que ce que vous décidez en seconde pour votre lycée, ça va conditionner ce que vous ferez dans vos études supérieures et donc les boulots que vous pourrez avoir plus tard dans votre vie. On rentre aujourd'hui dans des tuyaux avec ces filières qui n'ont plus aucun sens. On considère que la filière S, c'est la seule filière d'excellence, on ne sait pas trop pourquoi, que maintenant la majorité des élèves la choisissent sans vouloir faire de sciences. Donc l'idée, c'est de dire, on veut que les élèves puissent se construire progressivement un parcours. Oui, ça on comprend. On comprend, les élèves pourront choisir à la carte parmi 12 spécialités, on comprend. Sauf que, parallèlement, le ministre Blanquer annonce 2600 suppressions de postes dans le secondaire. Oui, mais suppression... Moi je veux bien, mais enfin, on fait une réforme en supprimant des postes dans le secondaire. C'est pas ça qui va permettre d'appliquer parfaitement la réforme, non ? Ou alors, encore une fois, la réforme est faite pour faire des économies. Non, 2 choses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on supprime des postes ? Parce qu'on en crée dans le primaire. Vous savez, quand on regarde le système éducatif français, on dépense grosso modo ce que dépensent nos grands voisins européens qui réussissent mieux que nous dans les classements. Pourtant, on dépense beaucoup moins sur le primaire et beaucoup plus sur le secondaire. Donc on rééquilibre. Mais supprimer des postes, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'élèves par classe partout. Ça veut dire qu'on supprime des postes administratifs et ça veut dire que des professeurs vont faire quelques heures supplémentaires, ce qui par ailleurs est du pouvoir d'achat puisqu'on les a défiscalisés. Oui, parce qu'ils sont très mal payés et vous ne les augmentez pas d'ailleurs. Vous discutez avec des professeurs, ils vous disent, vous savez, moi je préfère faire 1 ou 2 heures supplémentaires, je préfère avoir peut-être 1 ou 2 élèves en plus dans ma classe, si les élèves qui arrivent, ils savent lire, écrire, compter et respecter autrui parce qu'ils ont eu plus de moyens au primaire. Bien, vous lancez une autre
une initiative qui me paraît très intéressante, ce qui s'appelle le volontariat territorial en entreprise. Les étudiants de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs pourront rejoindre une PME pendant 1 ou 2 ans à l'issue de leurs études. Sous quelles conditions ? L'idée, c'est de dire qu'on veut permettre à des élèves qui sortent de grandes écoles ou d'écoles d'ingénieurs d'aller passer 1 an ou 2 ans dans une PME, une TPE qui est hors des métropoles pour faire le bras droit du chef d'entreprise. Oui. C'est bon pour l'entreprise parce que c'est des compétences qui sortent de grandes écoles qui vont venir dans l'entreprise. Et c'est bon pour les jeunes parce que quand vous êtes dans une PME auprès du chef d'entreprise, vous avez beaucoup plus de responsabilités, vous êtes beaucoup plus aux prises avec les cercles de décision que si vous êtes dans une multinationale où la chaîne hiérarchique, elle est très longue. C'est les entreprises qui paieront. Et là, ce qu'on fait et ce que je lance aujourd'hui, c'est un travail avec les collectivités locales et notamment les régions pour qu'elles proposent des facilités en matière de logement, de transport, voire même de bourse, si elles le souhaitent, sur la base du volontariat. Mais les retours qu'on a aujourd'hui... Pas défiscaliser ces salaires-là ? Bon, écoutez, c'est une idée que je vais expertiser. Pourquoi pas ? Ça aide le chef d'entreprise. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas ? On veut inciter, effectivement. On veut faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre ces jeunes diplômés de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs et les PME. C'est bon pour les jeunes parce qu'ils vont gagner plus de responsabilités très tôt. Et ensuite, pour décrocher un emploi, ça sera plus facile. Et c'est bon pour les PME, TPE et l'industrie de notre pays. Je vous garde, Gabriel Attal. Nous sommes avec Éric Brunel-Hornemann. Bonjour, messieurs. Bonjour. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Et j'ai envie de la poser aussi à Gabriel Attal. Est-ce que l'autorité d'Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui mise en cause ? Il n'a plus d'autorité, Emmanuel Macron. Regardez ce qui se passe en Corse, il n'est plus reçu par les élus. Regardez, le bac qui pourrait... Les gilets jaunes, ça continue. Le bac, des appels peut-être au boycott du bac. Jean-Jacques, c'est effectivement une façon de poser la question. Oui. Mais d'abord, sur ce sujet-là de l'école, comme sur tous les autres, je suis extrêmement frappé par le nombre de mensonges, de contre-vérités. On raconte n'importe quoi de la part de gens qui souvent n'ont sans doute même pas été lire le texte. Je veux dire, pendant 1 semaine, on nous a bassiné avec l'idée qu'on allait fermer des maternelles. Oui, donc c'est pas vrai. Alors très bien. Deuxièmement, et ça répond en partie à votre question, je suis frappé, quel que soit le sujet, il y a immédiatement, quand il y a contestation, une réponse radicale. Tiens, on est en train de discuter, on est en train de dialoguer, le texte vient d'être voté à l'Assemblée, il n'est même pas encore arrivé au Sénat, que déjà certains menacent d'empêcher le bac de se dérouler dans de bonnes conditions. Je veux dire, dans quel monde on vit ? Il n'y a que dans ce pays-là où le dialogue social se passe de cette façon-là. Et puis la troisième chose qui me frappe, mais c'est peut-être aussi une question d'autorité, on est en pleine sortie du grand débat. Il y a une réforme en cours dans l'éducation nationale. Au passage, c'est le domaine où on réforme le plus et depuis le plus longtemps. Parce que moi, j'entends dire que les profs veulent jamais se réformer. Il n'y a pas une profession en France à laquelle on a demandé de se réformer autant. Mais en parallèle à ça, et vous l'évoquiez un instant avec Gabriel Attal, il y a la question des moyens. Moi, je vois la restitution des grands débats. L'une des mesures qui revient en tête le plus souvent, c'est de revaloriser les profs. On en parle ou on n'en parle pas ? L'une des mesures qui revient le plus souvent, l'une des demandes, c'est de donner les moyens à l'école. L'école, c'est le début de tout. Donc, normalement, on devrait tout consacrer, tous nos efforts à l'école, en plus de la réforme. Pas à la place d'eux, mais en plus de la réforme. Moi, je vais répondre à votre question sur le manque d'autorité de Macron. Je crois que c'est quand même une maladie nationale. On connaît des travers schizophréniques de la part des Français. Franchement, souvenez-vous, il y a 2 présidents de la République. Sous Sarkozy, on a connu la même violence, le même reniement des choix électoraux qui avaient été faits par les Français. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, la France était dans une violence à l'endroit de Nicolas Sarkozy qui était terrible. D'ailleurs, les mêmes qui soutenaient Nicolas Sarkozy à fond et qui le regrettaient sont aussi ceux qui aujourd'hui critiquent à fond Emmanuel Macron. Ensuite, vous prenez le cas de Hollande. C'était pas la même nature de haine, mais il y avait un mépris, une haine, une détestation de Hollande qui s'est installée très rapidement. Souvenez-vous, mais l'expression de cette haine dans le monde syndical, dans le monde politique, c'était la même violence. Et là, cette violence à l'endroit d'Emmanuel Macron, elle est scandaleuse. Je veux vous dire franchement, quand des élus dans les Hauts-de-France, en Corse, refusent de rencontrer le président de la République, ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable, Gabriel Attal. Et quand un ancien président de la République tient les propos qu'il a tenus, je ne trouve pas ça très responsable. Gabriel Attal, ça n'est pas responsable de ne pas recevoir le président de la République ? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup d'irresponsabilités qu'on voit en ce moment. Vous avez cité les Hauts-de-France avec François Ruffin ou d'autres élus. Il y aura peut-être d'autres exemples. Moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne comprends pas pourquoi on n'arriverait pas
dans le débat public, à concilier autorité et dialogue. Finalement, on a l'impression, quand on écoute les commentaires politiques semaine après semaine, parfois on critique le président de la République en disant il est trop autoritaire. Et puis parfois on dit mais il a perdu son autorité. La réalité, c'est qu'on peut décider, qu'on peut avoir une autorité et en même temps on peut ouvrir grand les portes et les fenêtres comme ça a été fait avec le grand débat et dialoguer avec les Français. Et vous avez raison. Je note par ailleurs que le ministre Blanquer est prêt à écouter et à changer les choses. Oui. À propos du ministre Blanquer, je voudrais juste faire une parenthèse. Il sera là vendredi, je pense, et surtout, il va répondre à vos questions. Et tiens, juste un mot. Jeanne, qui nous dit « Je suis dans un village, en Seine-et-Marne. Ça fait 2 ans qu'on nous ferme des classes. La maîtresse de mon fils a une classe de 3 niveaux. Elle ne peut pas s'occuper de tout le monde. » Gabriel Attal, c'est une réalité aussi. Oui, bien sûr que c'est une réalité. Et oui. Il faut regarder au cas par cas. La réalité, c'est que vous avez une baisse démographique dans beaucoup de territoires. Et qu'aujourd'hui, vous avez des règles qui font que quand vous perdez des élèves, pour garder un taux d'encadrement et pour pouvoir créer des classes là où il y a plus des élèves en plus, on adapte et effectivement, on ferme des classes là où on perd beaucoup d'élèves. Depuis 2 ans, il y a 40 000 élèves en moins dans les territoires ruraux, dans le premier degré. On aurait dû fermer énormément de classes. On en a ouvert, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des territoires où il y en a qui ferment et qui ouvrent, mais globalement, dans la ruralité, vous avez eu plus d'ouverture de classes que de fermeture. La réponse, c'est le regroupement, justement. Non, la réponse, je pense que c'est peut-être de réfléchir à la règle et à comment est-ce que ça fonctionne par rapport à la baisse démographique. On a demandé un rapport, vous parliez de l'autorité et vous avez cité l'exemple de la Corse et de la future visite du président de la République. Il y a quelque chose que personne ne dit sur la Corse. Jamais dans l'histoire de France, jamais, une collectivité comme celle de la Corse n'a eu autant de pouvoir. Elle a ceux qui dirigent la collectivité corse ont aujourd'hui plus de pouvoir que toutes les collectivités locales françaises et ils demandent quoi en plus? Qu'ils agissent, qu'ils utilisent ces pouvoirs.